Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de théorie quantique des champs. Alors, quand je dis qu'on va parler de théorie quantique des champs, je mens un peu, enfin je mens même beaucoup, puisque on va pas parler probablement de ce à quoi vous vous attendez quand vous pensez à la théorie quantique des champs. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler du modèle standard, on va assez peu parler de beaucoup de champs quantiques qui interagissent, etc. On va pas parler ici de diagramme de Feynman et compagnie. On va pas parler d'équations de Dirac, d'équations de Klein-Gordon, etc. Toutes ces choses-là, on pourrait les faire. C'est un domaine extrêmement vaste, et du coup, c'est très difficile d'arriver aux aspects vraiment théorie quantique des champs. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à faire de la théorie, en fait, classique des champs. Et dans cette vidéo, ce que je voudrais montrer, c'est c'est montrer justement quelles sont les choses qui sont propres à la théorie quantique des champs. Et donc pour faire ça, je vais simplifier énormément, et je vais considérer un modèle jouet, vraiment une introduction. Un modèle qui est vraiment extrêmement simple. Donc je vais lister un petit peu plus tard toutes les simplifications, mais imaginez que c'est comme si je voulais vous expliquer ce que c'est que la dérivation, par exemple, et que je ne prenais qu'un seul exemple. Je prends la fonction f de x égale x, et je vous explique pendant très longtemps comment on dérive, comment on calcule la pente de la tangente, etc. Alors qu'en fait, bon, la courbe, c'est juste une droite, hein, donc la tangente, c'est elle-même, et vous voyez que ce serait un peu trivial. Ici, finalement, on va faire un peu la même chose. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Mais malgré tout, la théorie quantique des champs, c'est tellement compliqué, c'est tellement vaste, c'est tellement riche, que même cet exemple très simple, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Mais malgré tout, c'est quand même simple, et du coup, on peut tout calculer, ce qui est assez rare en théorie quantique des champs. On peut faire quasiment tous les calculs, et donc si vous suivez cette vidéo, vous allez pouvoir voir tout ça. Et on va voir en plus des effets intéressants, des effets purement quantiques qui apparaissent déjà dans cette théorie extrêmement simple. Donc, quelle est cette théorie dont je vais parler et comment est-ce que ça se compare à ce qu'on s'attend normalement à voir dans une théorie quantique des champs? La première chose, c'est que je vais simplifier l'espace-temps. C'est-à-dire que normalement, l'espace-temps, ça possède 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Et bon, donc ça c'est... Alors on pourrait faire différent, il y a des théories qui se passent dans plus de dimensions d'espace. Mais évidemment, plus il y en a, plus c'est compliqué quand même. Enfin, du moins c'est ce qu'on pourrait penser. Et en ce qui me concerne, je vais effectivement simplifier ça. Et je vais passer de 4 dimensions en tout à 2. Et en plus, je vais tuer le temps. C'est-à-dire que je vais passer de 3 dimensions d'espace à 2 et 0 de temps. Donc ça va me permettre de simplifier les choses, puisque même si vous avez sans doute entendu dire que la relativité restreinte nous dit que l'espace et le temps doivent être traités de façon équivalente, bon, c'est vrai d'un certain point de vue, néanmoins le temps garde sa singularité, hein, puisque vous savez que dans la métrique, par exemple, le signe devant le coefficient temporel est différent du signe devant les autres termes de la métrique. Donc le temps est un peu particulier, et du coup ça simplifie beaucoup les choses si je prends pas de temps du tout, donc je vais juste considérer 2 dimensions d'espace. Et donc 2 dimensions d'espace, c'est bien parce que c'est très visuel, et en plus, ça va me permettre de simplifier beaucoup de choses, comme je vais l'expliquer après. Dans une théorie quantique des champs, on s'attend à voir des champs. Et bon, ici on va avoir des champs, mais on va pas avoir des champs, en fait on va avoir un seul champ. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre tous les champs qu'on peut avoir dans une théorie, par exemple, si on veut décrire la physique des particules, donc la théorie quantique des champs est plus générale encore que ça, hein, mais bon, l'exemple un peu, du moins pour lequel il a été développé,
c'était comprendre la physique fondamentale. Et donc on aurait un champ de l'électron, un champ du neutrino, un champ des quarks, des photons, des bosons de Higgs, etc. Bon, c'est très bien tout ça, mais bon, c'est compliqué. Donc ici, je vais remplacer tous ces champs par un seul champ, et que je vais appeler X, parce que voilà, je vais l'appeler X. Donc c'est pas un champ qui existe, hein, c'est juste voilà, un champ que j'appelle X. Et donc ça va me simplifier la vie aussi, qui est qu'un seul champ. Ensuite, quelles sont les propriétés de ce champ? Bah, normalement, dans une théorie quantique des champs usuels, les champs ont certaines propriétés. Ils peuvent avoir une certaine masse, un certain spin, certaines charges, et puis ils peuvent interagir. En fait, tous ces choses-là, c'est des formes d'interaction, mais donc plus généralement, ils peuvent avoir des interactions avec eux-mêmes ou avec d'autres champs. Dans mon exemple, comme je vais énormément simplifier, je vais juste tout supprimer. Pas d'interaction, pas de charge, pas de spin, pas de masse. Donc quand je dis pas de masse, ça veut dire en fait masse égale 0. Quand je dis pas de spin, ça veut dire que le spin est 0. Et donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un scalaire. Donc on va dire que X est un champ scalaire, sans masse 0, sans charge d'interaction, donc ça c'est ce qu'on appelle libre. Alors vous voyez qu'on simplifie quand même énormément les choses. Et je crois que c'est tout. Et donc du coup la théorie, je peux la résumer par une seule phrase, celle que je vais regarder. Va être la théorie qu'on pourrait appeler le champ scalaire libre sans masse en 2 dimensions euclidiennes. Donc euclidienne, c'est pour dire que je prends 2 d'espace, qu'il n'y a pas de temps. Du coup la métrique, si je veux écrire la métrique, ça va être ds2, ça va être dx2 plus dy2. Donc je prends aussi pas de courbure, c'est ça. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de courbure. Donc voilà la théorie que je vais regarder. Quelque chose d'extrêmement simple. Alors, je vais aussi éviter de devoir introduire tout le formalisme d'une part de la mécanique quantique et de la théorie quantique des champs, qui serait assez long à introduire. Grâce à cet exemple qui est extrêmement simple, je peux tout formuler de façon assez élémentaire en utilisant simplement quelques outils mathématiques qui, je pense, sont relativement simples. Donc voyons un petit peu ce que c'est que la théorie quantique des champs. Et donc dans une vidéo ultérieure, je parlerai plus des aspects physiques. Donc l'idée, ça va être la suivante. Alors oui, avant de donner l'idée, je veux dire aussi que malgré toute cette trivialité, il y a c'est quand même un sujet extrêmement riche, et on peut considérer que ça se situe à l'intersection de 3 domaines de la physique ou des mathématiques, selon comment on les voit. Voilà, donc ce qu'on va regarder là va se situer à l'intersection de 3 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'analyse complexe. Donc c'est le complexe, hein, le C des complexes. L'analyse complexe, ceci vient du fait que on est en 2D, euclidien. Vu qu'on est en 2D, du coup l'espace-temps, c'est juste l'espace déjà, puis il a 2 dimensions, du coup je peux l'assimiler à l'ensemble des nombres complexes. Et donc du coup les champs vont être définis là-dessus, et ça va me permettre d'utiliser tout l'arsenal de techniques qui est présent en analyse complexe. Donc les fonctions holomorphes, anti-holomorphes, etc. Les intégrales de contours, les formules de Cauchy. Voilà. Donc ça va être très utile. La première chose. La deuxième chose que je vais pouvoir utiliser, disons le deuxième ingrédient, c'est tout ce que je pourrais appeler les intégrales fonctionnelles.
ou intégrale de chemin. Donc intégrale fonctionnelle serait plutôt le terme mathématique, ou de chemin serait plutôt le terme physique. Et donc qui est lié à tout un tas de problèmes mathématiques. Comment définir ces intégrales de chemin, comment les manipuler. Donc on va essayer de voir un petit peu ça. Et puis il y a une troisième composante qui est très importante, qui est la composante algébrique. Ici, alors je vais mettre ça avec des gros guillemets, hein, mais donc en gros, algèbre de Lie. On verra un petit peu ça, mais bon, je pense pas dans cette vidéo-là, dans la suivante. Ce serait trop long d'arriver à faire ça. Et donc toutes ces choses-là, c'est des choses mathématiques que vous pouvez voir à différents stades de l'étude. Mais ici, ça va avoir une saveur particulière. Ça va être rendu possible par la théorie extrêmement simple que j'ai regardée. Donc, comme je l'ai dit déjà, hein, le côté analyse complexe est permis par la dimension. Ces bonnes propriétés algébriques vont être permises par une propriété que j'ai pas mentionnée de l'exemple que je regarde. Il se trouve que c'est une théorie conforme. Donc le sigle en anglais c'est CFT pour Conformal Field Theory. Donc j'essaierai de parler un petit peu de ce que veut dire que ce que c'est qu'une théorie conforme, mais c'est lié à toutes ces choses-là en fait. Et donc les théories conformes, c'est un sous-ensemble, si on veut, des théories quantiques, donc QFT, Quantum Field Theory. J'utilise les sigles anglais parce que c'est vraiment passé dans le langage courant, CFT, QFT. Et cet aspect quantique se manifeste dans ces trois approches-là de façon en fait équivalente, mais sous différents aspects. Donc dans l'analyse complexe, ça va se traduire par le fait qu'on va avoir des fonctions méromorphes. Donc on va avoir un certain nombre de pôles, des choses qui vont se passer. C'est-à-dire que donc ça va être ça l'aspect quantique. L'aspect quantique, ça va être que je vais définir mes champs, mais que les champs vont fluctuer, et à des échelles très petites, ils vont pouvoir fluctuer beaucoup. Et du coup, on va avoir des pôles qui vont apparaître, des quantités infinies, et une grande partie en fait de la théorie quantique des champs, c'est savoir quoi faire de toutes ces choses qui deviennent infinies juste parce que aux échelles très petites, on a ces fluctuations quantiques. Donc en analyse complexe, ça va se traduire par l'apparition de ces fonctions méromorphes. Dans l'intégrale de chemin, ces infinités vont prendre une autre forme qui est très subtile et qu'on peut rassembler sous le nom général d'anomalie quantique. Donc j'expliquerai ce que c'est, et donc on va en voir une en fait, une qui est très importante, qui est très très belle, et on va voir que ça se traduit par certains pôles qui apparaissent, hein, qu'on verra. Et dans l'algèbre de Lie, il y a la version algébrique de tout ça, c'est la notion d'extension centrale, qu'on verra sans doute la prochaine fois. Donc extension centrale d'une algèbre de Lie. Alors, si tout ça vous parle pas, c'est normal, j'essaierai de montrer un peu de ça. Et ce qui est très beau, c'est qu'on peut vraiment voir que ces choses-là sont équivalentes. Donc on fera explicitement, on fera le lien entre l'anomalie, donc tout est équivalent quoi. L'anomalie, elle va apparaître à la fois comme une extension centrale d'une certaine algèbre de Lie, elle va apparaître comme un pôle dans une divergence, un certain pôle un peu méchant de certaines quantités qu'on verra, et réciproquement on peut passer de l'un à l'autre. Et là je mentionne ces trois aspects-là, mais je pourrais vraiment en mentionner beaucoup d'autres. Il y a vraiment un ensemble très très riche de mathématiques et de physique qui se cachent derrière tout ça, y compris dans cet exemple très simple dont je vais parler maintenant. Donc cette introduction étant faite, je vais commencer. Alors vous avez vu, j'ai pas donné vraiment de plan et tout ça. La raison, c'est parce que le sujet est tellement vaste. Je dis ça à chaque fois, mais là pour le coup c'est encore plus vrai peut-être que d'habitude. Le sujet est tellement vaste que je vais... Et cette vidéo est plutôt une introduction basée sur un exemple. Je vais plutôt vous proposer une promenade
à travers ces différents sujets. On va voir quelques notions de théorie quantique, quelques notions d'analyse complexe, des notions d'intégrale fonctionnelle. En fait, on va commencer par là. Donc si vous voulez, le plan, ce serait on va commencer par là, puis on verra ça, puis on verra ça. Ça, ce sera dans une vidéo suivante. On va essayer de faire ici les deux premiers. Peut-être que je couperai la vidéo au milieu d'ailleurs, donc il y aura peut-être en fait vidéo 1, vidéo 2 et vidéo 3. Probablement que je vais faire ça d'ailleurs. Donc ce sera plutôt voilà une promenade, mais bon, j'ai dit que j'avais pas de plan, en fait voilà. Finalement voilà le plan. Mais avant tout ça, il faut que je parle, que je dise vraiment de quoi il s'agit. Donc maintenant soyons un peu plus concrets, et je vais essayer de distiller au mieux les informations compliquées qui viennent de l'aspect quantique. Si vous avez jamais vu de physique quantique ou jamais entendu parler, c'est pas grave, ça devrait quand même être compréhensible. Et si jamais c'est pas compréhensible, vous passez un peu, et vous allez 5 minutes plus tard, et ça devrait, j'espère, être compréhensible. Et alors oui, j'ai écrit en préparant un peu tout ça, j'ai écrit des notes. D'habitude je le fais manuscritement, bon là je les ai tapées, et donc du coup je pourrais les mettre en lien, si ça vous intéresse de voir les détails des calculs. Et j'insiste, les calculs ici, c'est bien de les faire, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi cet exemple, c'est qu'on peut faire tous les calculs, à peu près, explicitement, vraiment à la main, parce que c'est simple. Ok, très bien. Donc, voyons maintenant un peu plus quelle est la théorie. Donc là c'est l'introduction générale, et maintenant j'introduis un petit peu plus précisément quelle est la théorie. Donc l'idée de la théorie, ça va être la suivante. Comme j'ai dit, je suis en 2 dimensions d'espace. Du coup, je peux considérer que l'ensemble sur lequel les choses vont être définies, c'est R2 ou C. Je vais identifier les deux, ça va être très important. Et alors, comme je l'ai dit, on va avoir un seul champ que j'appelle X. Donc X va être une fonction définie sur R2 ou C et à valeur dans pas dans X, à valeur dans R. Une fonction à valeur réelle. Donc pour l'instant, je vais pas dire du tout même, quelles sont les hypothèses que je demande, les hypothèses de régularité que je demande à X. On va voir que je demande qu'elles soient quand même dérivables, puisqu'on va voir que les dérivés vont jouer un rôle important, et que on va supposer que je dirai les hypothèses un peu au fur et à mesure. Pour l'instant, voyons un peu ce qui se passe. Donc, X, ça va être une fonction comme ça de R2 dans R, et la grandeur fondamentale, c'est ce qu'on appelle l'action. Donc l'action, c'est une que je vais appeler S, et donc c'est ce qu'on appelle une fonctionnelle. Fonctionnelle, c'est une fonction d'une fonction. Donc je le note comme ça. S de X, X entre crochets, X est lui-même une fonction. S de X, ça va être l'intégrale sur tout R2, ou sur tout C, de dx dy, dxx au carré, plus dyx au carré. Alors ici je note ces choses-là, c'est les dérivées partielles, donc par exemple dx, c'est une notation un peu courte pour dérivée partielle par rapport à x, pareil pour y. Et alors j'ai laissé un espace ici pour mettre une constante de normalisation que je prends 1 sur 4pi alpha prime. Alpha prime est un nombre. Un nombre positif que je choisis. On va voir après son rôle, il va être très important. Donc voilà l'action. Donc j'ai ce processus. Si j'ai un champ X défini sur R2, à valeur dans R, je peux calculer cette action, cette fonctionnelle S. Alors là, vous voyez qu'il y a déjà des conditions. Il faut que je puisse calculer ces dérivées partielles. Donc on va supposer que X est suffisamment dérivable pour qu'on puisse faire ça. Et puis il faut aussi que cette somme de carrés soit intégrable. Donc on va supposer que X,
satisfait les bonnes conditions pour que ce truc-là soit calculable. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'en fait ça devient très vite difficile, je le ferai peut-être une autre fois. Et alors, donc ça c'est l'action. Et maintenant, l'idée c'est que une grande partie de la physique actuelle est basée sur des principes d'action. Donc le principe d'action, on peut le formuler de la façon suivante. Donc en physique classique, il y a ce qu'on appelle le principe de moindre action, PMA, qui dit que la solution qui va être physiquement réalisée, ça va être celle qui minimise l'action. D'accord, on minimise l'action. Ça, c'est la première, c'est la physique classique. La physique quantique, c'est une variation de ça. Ça dit aussi qu'il faut minimiser l'action, sauf que on la minimise, mais on s'autorise à pas totalement la minimiser. Quelle est la chose plus précise? Donc, en physique quantique, on donne un poids exponentiel de moins s de x à la configuration x. Alors, ça c'est une des manières de définir ce que c'est que la physique quantique, et donc la théorie quantique des champs, par extension. Donc qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Je veux dire que, vous voyez que si S est... Donc vous voyez, S est positive, hein. S est positive. Et alors, le poids, c'est-à-dire une sorte de probabilité, alors je mets pas probabilité parce que la somme fait pas 1, mais donc je dis le poids, on donne une importance à une configuration x proportionnelle à exponentielle de moins l'action. Et donc vous voyez que si l'action est la plus faible possible, exponentielle de ça va être le plus grand possible. Donc ça va être effectivement la solution classique, c'est la plus probable quantiquement. Mais c'est pas la seule. Quantiquement, on peut s'autoriser à varier un peu. Alors évidemment, on va jamais varier énormément. Si S est très très grand, très très loin de son état minimal, alors exponentielle de moins S est extrêmement petit, et du coup, ça va être très très défavorisé. Mais si on varie un petit peu, ça va être permis. Et vous voyez que si je varie un tout petit peu, finalement exponentielle, entre exponentielle de 0 et exponentielle de moins 0,01, c'est à peu près la même chose. D'accord ? Donc ces configurations-là vont compter, elles vont être ce qu'on appelle les configurations quantiques. Et cette chose-là, qu'on n'est pas aussi violent que classiquement, où on dit juste, on minimise l'action et c'est tout. En physique quantique, on autorise toutes les choses telles que exponentielle de moins s soit pas trop petit. C'est ça qu'on appelle les fluctuations quantiques. Alors, les fluctuations quantiques, elles sont paramétrées. Vous voyez que là, quand je dis ça, j'ai pas mis de constante ici. En général, ce que vous verrez dans les livres ou ailleurs, c'est que c'est pas vraiment ça qu'on regarde. C'est exponentielle de moins s de x sur h bar. C'est-à-dire que h bar, c'est une constante fondamentale de la physique, et c'est à ça qu'on compare s, c'est à ça qu'on compare l'action, pour savoir si on va être quantique ou non. Donc ici, la raison pour laquelle j'ai pas de h bar, c'est parce que je fais un choix d'unité où h bar est égal à 1. Et du coup, je l'ai pas. Et ça, c'est juste un choix d'unité. Et du coup, vous allez me dire, mais alors, ça marche plus. Ou comment est-ce qu'on... Vous voyez, h bar est censé être petit. C'est en général ça qu'on dit quand on dit que la physique quantique, ça se passe à petite échelle. Alors oui, c'est vrai, mais tout ça, c'est qu'un choix d'unité, c'est petit par rapport à nous, mais c'est assez arbitraire. Donc on peut choisir h bar égale à 1, mais néanmoins, on a un sens dans lequel
l'aspect quantique ne va se manifester que quand l'action est petite. Et vous voyez que l'action, elle a cette constante, ce alpha prime qui est là. Donc, en gros, les configurations de fluctuation, ça va être quand toute l'intégrale qui est là est pas trop grand par rapport à alpha prime. D'accord? Donc, si, en d'autres termes, si on considère des configurations où l'intégrale ici est très grande devant alpha prime, vous voyez, où dès que je change quelque chose, ça change énormément par rapport à alpha prime, alors, donc ça veut dire que je prends alpha prime, non, donc si je prends des configurations où c'est très grand par rapport à alpha prime, alors cette action ce poids va toujours être très petit, et donc on est en physique classique. Mais quand alpha prime commence à jouer un rôle, quand on s'approche de ce alpha prime, alors on va voir les effets quantiques apparaître. Voilà. Donc c'est ce alpha prime là qui va jouer le rôle du h bar qu'on a en général. Ici c'est cette constante alpha prime qu'on s'est choisie. Très bien. Et alors, maintenant, voyons un tout petit peu plus précisément ce que je veux dire quand je dis que je donne un poids exponentiel de moins s à la configuration. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la probabilité, ou plutôt la densité de probabilité associée aux configurations de x est précisément cette exponentielle de moins s de x. Mais alors, maintenant si je veux parler de densité de probabilité, il faut que je m'assure que la somme fait 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire la somme fait 1 ? Ben ici la somme, c'est la somme sur toutes les possibilités. Donc je dois sommer sur tous les champs possibles, tous les x possibles, et les x, je vous rappelle, c'est des fonctions. Donc je dois sommer sur toutes les fonctions possibles, et je veux que ma densité de probabilité, que cette somme fasse 1. Évidemment, ça va pas faire 1. Du coup, je vais mettre un facteur ici devant, que je vais appeler 1 sur z, de sorte que, et ensuite j'ajusterai le facteur à la fin pour que ça fasse 1. Donc, ok, donc maintenant ce facteur 1 sur z. Donc maintenant, je veux que ça soit une densité de probabilité, donc je veux que la somme sur toutes les configurations possibles de x de ce facteur-là fasse 1. Et donc cette somme, ça va être évidemment une intégrale, puisque c'est une somme continue, mais pas une intégrale classique. On n'intègre pas non seulement sur une variable continue, ou deux, ou trois, mais sur une infinité non dénombrable. Donc ça, je vais le noter par un décaligraphique x, intégrale sur tous les champs possibles x, de 1 sur z exponentielle de moins s de x, ceci doit être égal à 1. Cette équation-là me dit que juste que la somme des probabilités fait 1, quoi. Et donc évidemment, de là, on extrait très facilement la constante z. En fait, cette constante z, c'est l'intégrale de exponentielle de moins s. Et donc ça peut vous paraître très bizarre que je mette autant d'attention sur cette constante z, mais on va voir qu'en fait elle est importante, on va la revoir un petit peu tout à l'heure. Mais donc j'espère que vous voyez ici apparaître les problèmes qu'on va avoir, ici, les problèmes d'analyse fonctionnelle, puisque cette mesure-là, elle n'est pas du tout définie. J'ai déjà pas défini quelle était la régularité de x, mais de là à intégrer sur tout l'espace dans lequel x peut varier, c'est vraiment quelque chose de très difficile et qui est un sujet de recherche encore à l'heure actuelle. Bon. Mais en tout cas, imaginons qu'on sache faire ça. On va essayer de petit à petit s'en approcher. Mais imaginons qu'on sache faire ça. Alors, maintenant qu'on a une densité de probabilité, c'est très simple. Dès que je vais avoir
une grandeur que je veux calculer, et que je vais vouloir mesurer moi, je suis un gros système, du coup je ne vois que des moyennes, les fluctuations quantiques je ne les vois pas, mais il faut que je les prenne en compte dans le calcul, et du coup, l'idée c'est que si j'ai une observable O, alors on mesure l'espérance de O au sens des probabilités, c'est-à-dire l'intégrale sur dx de ce O auquel j'associe la densité de probabilité qui est là. 1 sur z exponentielle de moins s de x. Et donc vous voyez que finalement, la théorie quantique des champs, ça va avoir pour but de calculer ce genre de choses-là. Ce genre de valeur moyenne. Donc donc ce O typiquement va contenir des x ou des choses comme ça. Donc en plus l'intégrale va être plus compliquée. On a ce z qui joue un rôle crucial, qui est là. Et vous voyez que c'est ça que je disais quand je disais qu'on donne un poids exponentiel de moins s à toutes les configurations. Vous voyez qu'on somme, on calcule O dans tous les cas possibles, et à chaque fois on donne un poids exponentiel de moins s. Donc pour les x, vous voyez que là-dedans, il y a tout un tas de x. Il y a des x qui donnent des actions énormes pour ça, mais du coup ils se prennent, eux, une exponentielle moins s en facteur, du coup ces configurations-là sont complètement ignorées. Donc celles qui comptent, c'est celles qui minimisent l'action, et celles qui sont pas trop loin du minimum. Pas trop loin, et ce pas trop loin, c'est contrôlé par h bar, ou, dans ma normalisation ici, par ce nombre alpha prime. Voilà, donc ça c'est en une diapositive la théorie quantique des champs, et même la théorie quantique en général. C'est ce qu'on appelle parfois l'intégrale de chemin, puisqu'on somme sur toutes les histoires possibles. Vous voyez qu'en principe il y aurait le... Voilà, j'ai pas pris le temps, mais s'il y avait le temps, on sommerait sur toutes les histoires possibles. Donc c'est ça qu'on appelle l'intégrale de chemin. Ok, donc on va vouloir essayer de calculer ce genre de choses. Et alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors je vais te donner le résultat directement, et je vais faire une première pause ici, avant de... Oui, c'est ça. Je vais donner un des résultats auxquels on voudrait arriver, et ensuite on va commencer. Donc on est toujours en fait dans l'introduction là. Donc pour donner un exemple de ce qu'on peut vouloir faire, voici ce qu'on veut faire. Donc, mais alors avant ça, oui, encore, désolé, je patine un peu. Je voulais revenir sur la physique classique. Je vous ai dit qu'en physique classique, on veut minimiser l'action. Donc voyons quelle est la physique classique de ce système. Et ça va pas nous prendre longtemps. D'ailleurs, je vais le faire juste à côté ici. Voyons la physique classique. On veut minimiser l'action. Vous voyez, vous voulez minimiser ça. Ce truc-là est toujours positif. Bon. Donc, au minimum, ça vaut 0. Est-ce qu'on peut atteindre 0 ? Oui. Si ça fait 0, et que ça fait 0, la somme des deux carrés fait 0, et bon, voilà. Donc, l'action est minimale, si et seulement si, ce qui est dans l'intégrande ici est égal à 0 tout le temps, puisque tout est positif, et donc ceci est valable, si et seulement si, les dérivées partielles sont égales à 0, et donc si et seulement si, x est constante. Et donc x égale constante, c'est ça que nous dit la physique classique. Donc vous voyez que c'est pour ça que je disais vraiment l'exemple est simple, et finalement mon exemple de la dérivée tout à l'heure n'était pas si absurde. Classiquement, on n'a rien d'autre à dire. On a résolu le problème. Ce qui minimise l'action, c'est x constante, n'importe quelle valeur, on s'en fiche, parce qu'il y a que les dérivées qui rentrent en jeu. Et voilà, c'est tout. Bon, donc maintenant, on voudrait voir quelque chose d'un peu plus fort. Donc alors, x constante, en particulier, je vais écrire ça comme les dérivées partielles de x, dxx égale dyx égale 0. Voilà ce que me dit la physique classique. La fonction est constante. Très bien. Donc pas très excitant.
Maintenant, que nous dit la physique quantique? Alors la physique quantique, on va essayer de voir ce que ça nous dit. Déjà, ça nous dit pas que x est constante. On sait que x constante, c'est bien, c'est ce qui va nous donner le plus haut poids. Mais si x est presque constante, si ça varie un tout petit peu, c'est bon, c'est autorisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est bon, c'est autorisé? Ça veut dire que c'est autorisé, mais je ne peux pas faire d'expérience qui mesure cette chose-là. Je ne peux mesurer que des observables. Donc voyons quels observables je peux construire. Alors voyons maintenant ce qu'on peut mesurer de façon quantique. Donc, de façon quantique, l'idée, ça va être de mesurer ce qu'on appelle la fonction à 2 points, c'est-à-dire mesurer la valeur moyenne de x évaluée en un certain point, disons A, et x évalué en un autre point, disons B. Donc, je rappelle, x, c'est un champ défini sur R2, et donc je prends un certain point A et un certain point B, et je vais regarder si, par hasard, les fluctuations de x en A et en B ne seraient pas corrélées. Si elles sont corrélées, alors bien qu'elles fluctuent, donc elles fluctuent aléatoirement, donc leur moyenne est nulle. Alors, si je calculais la valeur moyenne des fluctuations, je trouverais 0. Mais si je calcule en 2 points distincts, alors, s'ils sont suffisamment proches, je devrais peut-être voir des corrélations. Donc, ça c'est un raisonnement qui est très adapté à 3 dimensions. En 2 dimensions, en quelque sorte 2 dimensions c'est petit, et du coup les fluctuations se propagent assez bien, assez rapidement, enfin pas rapidement, mais assez efficacement, et du coup effectivement on va voir que c'est le cas, et qu'on a des corrélations. Donc là, la réponse, que je vais pas démontrer ici, que je vais démontrer donc tout à l'heure, ça va être un de nos buts, c'est de montrer que cette fonction à 2 points, c'est en fait moins alpha prime fois le log de R, d'accord, plus une constante, où R est la distance entre A et B. Donc ça, je ne l'ai pas démontré, ça va être un de nos buts. On va essayer de démontrer ça. Mais donc, voyons juste un petit peu ce qu'on peut tirer de cette équation-là. Ce qu'on peut tirer de cette équation-là, c'est que les fluctuations en A et en B sont corrélées, et la corrélation, vous voyez qu'elle est proportionnelle à ce alpha prime. S'il n'y a pas de alpha prime, pas de corrélation. Donc ce alpha prime, c'est vraiment ce qui joue le rôle du h-bar. C'est vraiment ce qui va jouer le rôle de la constante quantique. C'est ce qui nous quantifie à quel point on est quantique. Et ce log nous dit à quel point ça se passe. Donc plus le R est petit, plus ce log, le moins log tend vers l'infini, plus ces fluctuations vont être énormes. Et puis alors on a cette constante qui est un peu pénible, donc on va s'en débarrasser. Donc l'idée, ça va être d'écrire, et je vais préciser dans la suite ce qu'on veut dire par là, mais l'idée c'est de prendre des dérivés, de considérer non pas le champ mais ses dérivés, parce que c'est vraiment les dérivés qui entrent dans l'action, donc le champ fondamental c'est plutôt la dérivée de x que x, et donc là je dis pas exactement ce que c'est, je vais le dire tout à l'heure, mais en gros, on va avoir une équation de la forme dx en A, dx en B, les dérivés tuent la constante, donc on n'a plus de constante, et les dérivés vont faire qu'on va avoir deux dérivés par rapport au rayon, et bon, on normalisera les choses, je vais pas l'écrire très précisément pour l'instant, mais tout va être extrêmement précis dans la suite, y compris les constantes, les signes, etc. Mais en gros, ça va décroître en 1 sur R carré. Vous voyez, si vous prenez 2 dérivés de log de R. Donc, on voudrait essayer de voir ce genre de choses, que les
les fluctuations de la dérivée de x décroissent en 1 sur r carré. Et donc là, on commence à voir une des choses dont j'avais parlé tout à l'heure, cette histoire de pôle dans les fonctions holomorphes. On aurait pu croire que ces x étaient bien définis partout, hein, on suppose que c'est défini sur R, et là vous voyez que dans les fluctuations, on obtient un pôle. Quand les points rentrent en contact, les fluctuations font que les choses ne sont plus bien définies, il y a des divergences. Et ça, c'est quelque chose de vraiment omniprésent en théorie quantique des champs. Dès qu'on a des champs qui rentrent en collision, en quelque sorte, ici c'est pas vraiment des champs qui rentrent en collision, c'est juste qu'on évalue le champ à 2 points et qu'on les met de plus en plus proches l'un de l'autre, on a des infinis qui apparaissent. Et cette chose-là, c'est ce qu'on va vouloir étudier. Donc, tout ça, en fait, je me rends compte que j'ai déjà passé beaucoup de temps, c'était l'introduction. C'est pour ça que j'ai fait les choses un petit peu avec les mains. Vous avez pu vous dire, ah, c'était pas très précis, on aurait voulu plus de rigueur. Et donc, si c'est ça que vous vous êtes dit, c'est très bien, car dans la suite, ça va être plus précis et plus rigoureux. Donc je pense que je vais couper là juste pour pas que les vidéos durent des heures et des heures. Mais donc, tout de suite après, dans la vidéo qui suit immédiatement, on va démontrer, on va calculer ça. Et au passage, on va faire intervenir tout un tas de techniques d'intégration. Donc on va voir, on va voir un petit peu des choses sur les intégrales gaussiennes. On va voir comment faire des intégrales en dimension infinie. Puisqu'on en aura besoin pour calculer ça. On va voir comment traiter ça. Et bon, voilà. Donc ça, ce sera ce qu'on va voir tout de suite après. Et ensuite, une fois qu'on aura vu ça et qu'on aura démontré ça, on va pouvoir aller un peu plus loin et on va pouvoir vraiment commencer à faire de l'analyse complexe. Donc on va petit à petit remplacer ce R2 là par C. Et on va voir tout ce que ça peut donner. Donc voilà, ça c'est le plan pour la suite. Donc il y a 3 parties que je voudrais faire, que je vais probablement faire dans 3 vidéos séparées, parce que ça va être sinon relativement long. Première partie, c'est la partie intégration. Deuxième partie, disons ce que je pourrais appeler analyse complexe. Et la troisième partie, algèbre. Voilà. Donc rendez-vous dans la suite si vous voulez voir tout ça.